Maintenant, c'est la première critique ciné de la chaîne et on va parler de Rogue One. Save the rebellion! Save the dream! Alors autant vous prévenir, ça va spoiler à mort. Donc si vous restez sur cette vidéo, c'est que vous avez déjà vu le film ou que vous vous en foutez. Mais très brièvement, sans spoiler, mon petit avis sur le film, c'est regardable quoi. C'est regardable, c'est pas ouf mais c'est regardable. Je le mettrai au même niveau cette année que des blockbusters comme Star Trek Beyond, là je sais plus comment il appelle, là, Star Trek sans limite en français, ouais. On se demande qui traduit les titres. Ou alors un film comme Doctor Strange ou Warcraft, voilà. Et maintenant, ça va spoiler comme il faut. Hein, Rogue One. Est-il le Star Wars qu'on attendait tous? L'épisode tant attendu? Est-il meilleur ou moins bien que l'épisode 7? Le meilleur Star Wars depuis l'épisode 5 en 1980? Mais complètement! Non, pas du tout. Car en effet, si j'adhère au principe global de ce spin-off, je n'ai pas vraiment adhéré à ce qu'il y a à l'écran. Je trouve en effet qu'il y a quand même pas mal à redire sur ce film. À commencer par le fait qu'on se fait copieusement chier pendant une bonne heure. Le temps d'installer des personnages, tout ça, voilà, c'est pas hyper bien fait en plus, les persos sont pas très intéressants, bon ça, je vais développer, vous en faites pas. Voilà, je vais énumérer des points un peu bloquants, des points clivants qui m'ont un petit peu fait sortir du film, des petites choses qui m'ont dérangé. Bon voilà, je vous rappelle que mon avis c'est que le film est regardable, pas ouf mais regardable, donc bon, malgré tous ses défauts, ça reste un film, comme je le dis, regardable. Un des premiers problèmes de Rogue One, c'est son problème de rythme, voilà, problème de rythme, au début c'est chiant, il y a beaucoup d'action à la fin, c'est pas très bien équilibré tout ça, hein, c'est poussif, on s'emmerde quand même beaucoup au début. Un point positif pour commencer, la musique, la bande originale de Michael Giacchino. Il s'en sort honorablement eu égard au contexte de composition de cette bande originale. Il a dû remplacer en effet Alexandre Desplat un peu en urgence. Voilà, c'était un petit peu le bordel. Bon, il s'en tire pas trop mal, c'est pas extraordinaire, mais il fait le métier. Michael Giacchino, hein, je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est le compositeur un petit peu attitré, personnel de J.J. Abrams. Pas vraiment étonnant de le retrouver là du coup. Niveau réalisation, Gareth Edwards qui n'est pas demi-mêlée du Pays de Galles, mais bien réalisateur de ce film. Il se débrouille pas trop mal, voilà, il fait le métier sans grand génie, sans vraiment briller. La mise en scène est assez standard, assez classique. Bon, dans un Star Wars, c'est pas vraiment étonnant. Bon voilà, c'est pas extraordinaire. Il fait juste le minimum syndical à mon avis. En ce qui concerne le casting, la plupart des acteurs et actrices engagés font le métier. Je pense à Forest Whitaker ou Donnie Yen, qui font le travail sans forcément briller, sans forcément beaucoup se forcer. Bon, ils travaillent pas trop mal. Par contre, Felicity Jones, ouais, c'est pas terrible quoi, hein. La scène, elle parle à l'hologramme de son père là, ou elle regarde plutôt l'hologramme de son père. Ça chouine un peu, ça rend pas terrible, hein. Ça m'a fait penser un peu à Kirk là, comment il s'appelle ce con là. Elle fait une moue un peu idiote devant l'hologramme, un petit peu comme Chris Pine dans Star Trek Into Darkness. Quand Christopher Pike meurt, hein, c'est assez ridicule quand on voit ça devant l'écran. Enfin, moi personnellement, je trouve ça assez hallucinant. Voilà donc des acteurs qui font le métier, mais sans forcément beaucoup briller ni se mettre particulièrement en avant. Une première chose qui m'a dérangé, c'est le Peter Cushing en image de synthèse, là, en CGI. Peter Cushing, donc l'acteur qui est mort il y a quelques temps déjà, qui jouait le gouverneur, le grand Moff Tarkin, gouverneur de l'étoile de la mort dans l'épisode 4. C'est un acteur britannique connu notamment pour des rôles pour les studios de la Hammer, voilà, les fameux studios de la Hammer, les studios anglais là. Il jouait des Sherlock Holmes, des trucs comme ça, voilà, c'était un acteur local quand George Lucas l'a engagé pour l'épisode 4, que je rappelle que l'épisode 4 était tourné intégralement en Grande-Bretagne. Donc un Peter Cushing en image de synthèse qui m'a absolument pas convaincu, quoi. Absolument pas quoi. Là c'est vraiment pas génial, c'est pas terrible. Pourtant sur les premières images où on le voit juste dans un reflet. Moi je pensais qu'il se contenterait de ça, un reflet, une ombre, une silhouette. C'était pour moi la bonne idée. Bah non, ils nous le mettent en gros plan et donc on voit que c'est un peu bidon quoi. C'est un peu con quoi. C'est un peu con. Une limite à cet argument en défaveur entre guillemets de ce film, c'est que si on veut que cette technologie progresse, il faut donc qu'elle apparaisse dans certains films sur une forme imparfaite. Voilà, c'est le prix à payer. Peut-être qu'un jour ça le fera. Et ensuite, oh putain, Dark Vador. Dark Vador qui ne sert absolument à rien dans ce film. Déjà on le voit même pas 2 minutes. Son rôle est insignifiant, son design est assez discutable. Soyons bien d'accord, c'est le design de l'épisode 4. Donc c'est cohérent avec l'épisode 4. Mais bon, l'épisode 4 avait eu affaire à un manque de moyens qui fait que, voilà, c'était un truc en développement, l'univers n'était pas forcément finalisé, fini, donc ça explique que le costume de Vador soit différent entre les épisodes 4 et 5. Et d'ailleurs, dans l'épisode 3 de Star Wars, La Revanche des Sith, ils avaient repris le costume de l'épisode 5. Ils avaient squeezé les lentilles rouges, l'absence d'épaulettes, etc. Là, ils reviennent aux origines, au costume des origines. Ce qui fait que du coup, j'ai trouvé qu'il avait une gueule bizarre, un masque étrange, qu'il avait l'air trapu, qu'il avait l'air gros, il avait du mal à marcher.
C'est vraiment space quoi, vraiment, j'ai pas vraiment reconnu mon Vador quoi. Le fait que Vador apparaisse dans 2 scènes comme ça à la va-vite, alors que la promotion du film avait été un petit peu axée sur sa présence dans ce film, m'a un petit peu fait penser au Joker de Suicide Squad. Et comme vous pouvez vous en douter, ça n'est pas vraiment un compliment. Petite mention pour le personnage du méchant, le directeur Krennic, j'espère que je le prononce bien, qui est à mon avis le seul personnage réussi du film. On comprend ses motivations, on comprend ses actions, on comprend ses pensées, on comprend ce personnage de bout en bout. C'est vrai que pour une bonne histoire, il faut un bon méchant, mais avoir des gentils pas trop dégueulasses, ça c'est bien aussi. Et à mon avis, la caractérisation des personnages, on va dire, de l'Alliance n'est pas franchement réussie. Cela crée quand même un contraste avec ce personnage, donc le directeur Krennic de méchant. Méchant entre guillemets, enfin, vous avez compris quoi. Donc j'en viens à ces personnages de rebelles peu ou pas développés. Le capitaine, le droïde, bon, j'ai pas trouvé ça franchement génial, ni particulièrement folichon, le pilote, tout ça, bon... c'est des personnages fonction quoi, c'est des personnages fonction, ils ont un rôle à accomplir, etc. quoi. Et puis bon, elle, Felicity Jones, la Jean là, j'ai pas trouvé ça extraordinaire comme personnage. Elle est caractérisée par quasiment rien quoi, donc on sait pas trop ce qu'elle pense, on sait pas trop ce qu'elle veut, voilà, elle va retrouver son papa quoi, voilà, elle va retrouver son papa. Voilà qui me paraît tout de même un peu léger. Ce qui m'a un petit peu embêté aussi, c'est voilà, l'humour du film, il n'y en a pas beaucoup, hein, pas beaucoup de vannes, mais quelques-unes m'ont pas franchement fait rire et à peine sourire. Ça vient souvent du droïde, là je sais plus comment il s'appelle, là, soi-disant un peu la star du film, l'anti-C3PO. Bon, je n'ai pas forcément kiffé, mais je vous l'accorde, c'est assez subjectif. Ensuite, pour ce qui est du scénario et de l'enchaînement des actions, des liens logiques, tout ça... c'est que c'est quand même assez facile quoi, on arrive, on s'évade, on rentre, on repart, bon c'est assez simple, les obstacles n'en sont pas vraiment, tout se passe bien quoi, fastoche. D'ailleurs si je peux revenir sur Suicide Squad, cette fois-ci la mission suicide est vraiment une mission suicide. Une vraie Suicide Squad, ce n'est pas vraiment une surprise, aucun des personnages introduits par ce film n'étant connu dans les films suivants, chronologiquement suivants. C'est compliqué Star Wars, c'est le bordel, Star Wars. Mais de manière plus générale, il n'y a pas de vraie surprise dans ce film. Il n'y a jamais de surprise, je n'ai jamais été étonné par ce que j'ai vu à l'écran quoi. Ni par les images, ni par la mise en scène, ni par les personnages, ni par le scénario, ni par rien. Si je puis me permettre un petit parallèle avec l'épisode 7, quand Kylo Ren enlève son casque, on est surpris. Pour un certain nombre de spectateurs, ce fut une mauvaise surprise, mais une surprise tout de même. Surprise tout de même. Je vous accorde que c'est somme toute pas grand chose comme surprise, mais c'est toujours plus que ce qu'on a vu dans Rogue One quoi. Dans Rogue One, il n'y a pas de surprise. Un argument qui est pas mal revenu ces derniers jours en faveur de ce film de Rogue One, que je déteste pas, hein, je me répète, c'est que ce serait un vrai film de guerre. Ce qui tomberait fort à propos pour un film qui s'appelle La Guerre des Étoiles. Sauf que non, pas du tout. Les scènes de guerre ne font pas penser à des films de guerre, hein, pas du tout, absolument pas quoi. Mais est-ce que vous en avez vu récemment des films de guerre, hein, ceux qui disent ça là? Vous avez vu des Fury, des soldats Ryan, Tu ne tueras point, Stalingrad, des films où ça charcute un peu là, des vrais films de guerre? Vous êtes sûr que vous en avez vu? Les scènes de combat à la fin de l'attaque des clones faisaient plus film de guerre que n'importe quelle scène de ce Rogue One. Désolé. Dans les scènes de combat sur Geonosis, on avait des tremblées d'images, on avait de la caméra portée sur épaule, ce qui était très difficile à faire en plus avec des fonds verts à l'époque. Là, il y avait quelque chose quoi. Pourtant, j'aime pas beaucoup l'attaque des clones, hein. C'est quand même le moins qu'on puisse dire. C'est vraiment pas mon préféré. Mais alors, ça faisait plus film de guerre, au sens moderne du terme, que les scènes de Rogue One. Dans Rogue One, les scènes de guerre sont filmées assez paresseusement, quoi. On dirait, ouais, des films de guerre, mais genre un peu trop loin, des films vieux comme mes robes, là, hein, vieux comme mes robes, hein, ça c'est des vieux trucs, là. Hein. Là, les films de guerre, jour J, quoi. Le jour le plus long, quoi. C'est pas le soldat Ryan, c'est le jour le plus long. Voilà, c'est des films de guerre, pas à l'ancienne, quoi. Il y a pas de sang, on voit pas trop de cadavres. On voit un peu, mais bon, c'est histoire d'eux, quoi. Parce que c'est la guerre. Voilà. Quelque chose qui m'a un petit peu agacé, bon c'est un détail ça, hein, c'est les images trop sombres. Globalement les images sont trop sombres et à la limite de l'illisibilité, notamment quand le père de Jean meurt. Franchement il fait vraiment très très noir, on ne voit rien du tout et encore on était au cinéma donc plongé dans l'obscurité. Quand on sera devant notre écran avec une lumière externe, parce que c'est quand même pas bien de regarder la télé dans le noir, c'est quand même pas conseillé pour les yeux. Ça va pas être génial quoi, là, on va pas voir grand chose hein. Ceux qui vont regarder ça sur leur téléphone ou leur ordinateur dans le train, ils vont pas voir grand chose hein. Ouais, faut pas se faire d'illusions, de plus en plus de gens regardent les films comme ça quoi. Personnellement je trouve ça assez triste mais c'est ainsi. Qu'est-ce que tu veux juger un film que t'as regardé sur ton iPhone, dans le métro? Sérieusement. Les relations entre les personnages sont ou complètement prévisibles ou totalement illogiques quoi. Alors là, comment Donnie Yen et son pote ils se retrouvent dans la rébellion, là j'ai toujours pas pigé quoi. Bah, ils montent dans le vaisseau, mais on vous connaît ni David Adam. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? D'où sortez-vous? On n'en sait rien. On n'en sait rien.
Entre la petite qui cherche son papa, d'un seul coup elle veut voir son papa alors que bon, jusqu'ici apparemment elle avait pas trop cherché à le retrouver. Le capitaine qui est un meurtrier dangereux qu'on nous présente comme un mec un peu badass tout ça, mais bon qui retourne sa veste et qui devient un gentil assez vite. Ou le pilote qui se fait soi-disant retourner le cerveau, mais bon qui est apte à repartir comme si de rien n'était en quelques secondes. Décidément, un certain nombre de choses m'ont échappé. Ensuite, il y a un paramètre que j'aimerais aborder, c'est ce que j'appelle la relativisation. Il y en a même deux relativisations. Premièrement, la relativisation du danger. Ce qui m'a le plus frappé à ce niveau-là, c'est qu'un escadron entier de Stormtroopers peut être mis hors de combat par un aveugle avec un bâton. C'est sûr que voir Ip Man dégommer le Stormtrooper, c'est assez cool. Mais cela relativise et met en perspective les performances des Jedi dans la prélogie. C'était pas si compliqué que ça finalement de se débarrasser des Stormtroopers. À partir de là, comment croire au danger qu'ils représentent? Ils étaient pas déjà foutus de viser droit, mais alors là... c'est juste des pions quoi, ils se font juste défoncer, c'est des grosses merdes quoi. Super quoi. Hein quoi l'Empire? Non mais t'inquiète, je prends un bout de bois et je m'en occupe. Allez, j'arrive, t'inquiète. Deuxième relativisation, celle de la performance de Luke Skywalker dans l'épisode 4. Car en effet, on apprend dans ce Rogue One que l'étoile de la mort, l'étoile noire, je sais plus comment ils l'ont appelé là, ça change de nom sans arrêt, a été piégé. On apprend que les dés sont pipés. On apprend qu'un défaut a été sciemment introduit dans les plans de l'étoile de la mort dans sa conception pour permettre sa destruction. D'une certaine manière, on peut se le représenter comme un interrupteur. Il y a un interrupteur qui permet de mettre l'étoile de la mort sur off. À mon sens, cela relativise tout de même la performance de Luke Skywalker dans l'épisode 4, qui détruit donc l'étoile noire. Ça relativise quoi, je veux dire, finalement il est pas si fort que ça quoi. Il n'a fait que actionner le système créé par le concepteur de l'étoile noire. Vous me répondrez qu'il fallait quand même le faire. Je préférais l'idée que il n'y avait pas vraiment de défaut et que grâce à la force, grâce à ses pouvoirs de Jedi, il a réussi à passer outre l'impossibilité manifeste de détruire l'étoile de la mort et il l'a détruite. Rogue One nous apprend qu'en fait ça n'avait absolument rien d'impossible, que c'était même fait exprès, que c'était prévu pour. De ce point de vue, Luke n'a fait que appuyer sur off. Et franchement, ça me fait bien chier. Hein quoi? Une arme qui peut détruire toute une planète? Non mais c'est bon, on prend un bout de bois et appuie sur le bouton off. Ouais, sincèrement, je trouve ça un peu con quand même. En fait, pour être tout à fait honnête, ce film m'a pas mal fait penser à un épisode de Clone Wars ou Star Wars Rebels, hein, c'est pareil tout ça. Un film qui développe l'univers étendu, mais bon, dont l'impact réel sur Star Wars est assez minime. Et dont on peut légitimement nourrir des doutes sur la pertinence. Si je puis évoquer mes attentes sur ce film, je suis resté un peu en rade quand même. Le vol des plans de l'étoile noire, qui est quand même le sujet, le cœur du sujet de ce film, ne concerne que la fin du film, et c'est beaucoup trop simple. C'est beaucoup trop simple. Bon, même s'ils meurent tous, hein, c'est simple, mais ils meurent tous quand même. Je m'étais pris plutôt à imaginer un genre de Ocean's 11 à la Star Wars, où ils seraient allés dans l'étoile noire récupérer les plans de cette dernière, sauf qu'ils n'y vont même pas dans l'étoile noire, et que l'affaire est pliée en 20 minutes. Bon, sinon, petit détail qui n'a pas forcément grande importance, mais je le trouve chronologiquement beaucoup trop proche de l'épisode 4, quoi. L'épisode 4 commence directement à la fin de cet épisode-là, quoi. Donc moi, je trouve ça un petit peu bizarre, hein. Dans Star Wars, il y avait souvent des années qui s'écoulaient entre chaque épisode. Là, je trouve ça vraiment space, quoi. Là, j'ai pas trouvé ça hyper pertinent, quoi. Parce que comme toute l'intrigue de Rogue One est résumée dans les 2 premiers paragraphes du texte déroulant de l'épisode 4, voilà, ça sert un peu à rien quoi, hein. Ça fait bis repetita, ou alors faut faire une édition spéciale de l'épisode 4, où ces deux lignes de texte sont éliminées quoi. Ça serait écrit confère l'épisode précédent, ou voilà, ayant réussi à voler les plans de l'étoile de la mort, après Leia s'évade et Dark Vador arrive quoi, voilà. Bon. Pour le coup, ça m'a un peu surpris, mais pas vraiment dans le bon sens. Petite incohérence que j'ai cru repérer avec l'attaque des clones, c'est que les plans de l'étoile de la mort, l'étoile noire, existent déjà dans l'attaque des clones. Vous vous souvenez, on les voit sur Geonosis, mais non seulement ces plans existent déjà, mais en plus ils tiennent dans la main. Le volume de données tel qu'entreaperçu dans Rogue One semble quand même assez différent. Mais qu'est-ce qui se passe dans la galaxie? Est-ce que c'est l'inverse qui se passe chez nous? Les données prennent de plus en plus de place en volume physique, qu'est-ce qui se passe? Ou alors les plans entreaperçus sur Geonosis n'étaient que des plans de masse, des idées jetées comme ça, sans plus de précision. Bon, en fait, on n'en sait rien du tout, hein. Là, on saura jamais rien, voilà, bon, c'est le problème de la cohérence sur la durée, voilà, entre des œuvres qui sont pas pensées pour exister ensemble au départ, voilà, Rogue One, c'est une idée qui est venue après, bien après, donc c'est très compliqué à faire exister ensemble, voilà, c'est très difficile, ça je l'admets. Mais du coup, au cours de la projection, je me suis un peu gratté la tête, quoi. Un petit point sur les cristaux. Alors déjà, ces cristaux dont on entend parler au début du film, on en a jamais entendu parler du tout avant dans Star Wars. Jamais. Alors qu'ils sont autant à la base de la technologie des sabres laser que de l'étoile noire. Ça tombe un petit peu quand même comme un cheveu sur la soupe tout ça. Par contre, une chose intéressante qui m'a bien plu, c'est que justement, l'étoile noire et les armes des Jedi sont basées sur la même technologie. Les deux sont liés. Les deux sont liés. C'est vraiment très intéressant. C'est très intéressant, mais ça n'est
absolument pas exploité. Personnellement, je trouve ça un peu con. Il y avait un lien, un truc là, voilà, le truc qui nous protège, la force, tout ça, devient le truc qui nous détruit, les Sith d'un côté, mais aussi, voilà, l'étoile noire, quoi. Ouais, il y avait quelque chose à exploiter là. Mais non, non. Bon, sinon la situation géopolitique elle est expédiée, mais alors elle est rushée en un rien de temps. Mais bon, c'est pas si important que ça finalement, si vous voulez de la géopolitique. Regardez le dessous des cartes, hein, Star Wars, c'est un peu pauvre en géopolitique, hein, contrairement à ce qu'on dit. Un truc qui m'a un petit peu agacé personnellement, c'est la surabondance de fanservice. On avait déjà beaucoup dans l'épisode 7, mais alors là, les AT-AT, tout ça, là, les X-Wing, bon, on s'est déjà tapé tout ça l'an dernier, mais là c'est encore pire quoi. Bon, Rogue One c'était typiquement le film fait pour le fanservice, mais bon... Ah, ça commence à me saouler là. Ah oui, il y a le bouclier planétaire aussi. Bon, déjà direct, je pense à Spaceballs, là, la folle histoire de l'espace de Mel Brooks, là c'était évident, la référence vraiment était évidente, et à mon avis, ils ont fait exprès. Bon, pour ceux qui ne savent pas, Spaceballs, la folle histoire de l'espace, c'est une parodie des vieux Star Wars faite par Mel Brooks. Pour ça, je trouve ça marrant en fait. Qu'ils fassent référence à une parodie Star Wars, tout ça, je trouvais ça marrant. Quoi. Par contre, ce bouclier planétaire, qui sont quand même un mal de chien à percer, on se demande pourquoi ils en mettent pas partout finalement quoi. Pour la bataille d'Endor dans l'épisode 6, il y a un genre de bouclier un peu pareil, mais bon, moi j'en aurais mis un autour de l'étoile de la mort quoi, hein, puis bon, on en parle plus quoi, là c'est fini quoi. Mais non, là pareil, la logique va te faire mettre quoi. Quant à la confrontation finale entre notre héroïne et le directeur Krennic, c'est cliché mais à mort quoi. À mort, déjà c'est une ouverture, c'est cliché à mort, mais alors là c'est cliché mais à balle quoi. Alors là, c'est... allez, je te parle de te buter, je me fais niquer comme un con quoi. Voilà globalement tout ce que j'aurais à dire sur ce film, que j'ai pas franchement trouvé extraordinaire et même inférieur à l'épisode 7. Ouais, carrément ouais. L'épisode 7 m'a quand même beaucoup plus convaincu que celui-là. Je suis un des seuls à penser ça, mais bon, que voulez-vous, on se refait pas. J'aime nager à contre-courant. Je suis ressorti de la salle déçu. Vraiment déçu par ce film. C'est un Star Wars, voilà. Dans les autres, j'avais toujours trouvé un petit quelque chose à sauver, quelque chose d'intéressant. Là, pour moi, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien vraiment d'intéressant. C'est un film lambda, un blockbuster standard, sans grand intérêt. Un tout petit film, voilà, c'est un tout petit film, voilà. Bon, je dis ça, mais les Star Wars sont des petits films, hein, voilà, c'est des films popcorn, voilà, ça fait piou-piou dans l'espace, il y a des sables laser, il y a de la bagarre, il y a des enjeux, le bien, le mal, tout ça, bon, ça va pas chercher plus loin. Mais vous l'avez compris, je reste quand même très mitigé sur ce film. Bon, je vous dis qu'il est meilleur que l'épisode 7, l'épisode 7, il y a plein de trucs qui vont pas dedans aussi, hein, on est bien d'accord, hein, c'est loin d'être parfait. Mais bon, tous les Star Wars sont très imparfaits, même l'épisode 5, qui est considéré par beaucoup comme le meilleur et comme un film tout court très très bon. Il a plein de défauts aussi, et complètement what the fuck, hein, le truc déroulant au début là, hanté par la vision du jeune Luke, Dark Vador envoie des sons, non mais hanté par la vision du jeune Luke, ils se sont jamais vus. Ils se sont jamais vus avant la fin de l'épisode 5 quoi, donc c'est n'importe quoi ça, n'importe quoi. Voilà donc c'était la première chronique critique cinéma de la chaîne, voilà bon... un petit peu déconstruite, un peu décousue, je veux bien l'admettre, ça demande à être amélioré tout ça, mais si ça vous a intéressé, je vous en prie, partagez cette vidéo, donnez votre avis, surtout donnez votre avis. Si vous voulez que je fasse une vidéo également sur l'épisode 7, écoutez, pourquoi pas, ça se fera, peut-être sous un autre format, plus construit cette fois-ci, je l'espère. En tout cas, sur ce, je vous laisse, ciao.